on a retrouvé qu'il y avait une cinquième dimension qu'on appelle la protective security. La protective security, c'est en fait la réduction de la vulnérabilité à la pauvreté. C'est très important. La protective security, je vais vous donner un exemple. J'ai servi dans les années 99, 98, 99 dans la région nord du Sénégal, dans une ville qu'on appelle Ndioum. Et à l'époque, on avait des gros éleveurs il y avait un éleveur qui avait 1000 têtes de bétail. Est-ce qu'il est pauvre? Apparemment non. Et il était président de communauté rurale. Donc il avait la dimension politique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une pluie diluvienne en janvier, ce qui est très rare au Sénégal. À l'époque, on parlait de changement climatique. Je crois qu'il y a quelques nuages qui se sont échappées de l'Hexagone et qui sont venus tomber à Podor. Et le monsieur a perdu ses 1000 têtes un jour. On a découvert qu'il n'avait pas de compte bancaire, qu'il n'avait aucun autre investissement, il n'avait que ces 1000 têtes qu'il poursuivait. Et ça, la vulnérabilité à la pauvreté. La vulnérabilité, c'est votre capacité à être résilient, à ne pas changer d'étape assez vite. L'éducation que les associations, les organisations citoyennes véhiculent pour informer les populations de l'importance des caisses de crédit épargne, de l'importance de diversification des activités. Quand on fait de l'agriculture au Sénégal, on essaie toujours de montrer aux producteurs, aux paysans, qu'il faut diversifier les activités. Qu'il ne faut plus considérer l'agriculture et travailler uniquement au niveau de la production, mais il faut mouvoir dans les chaînes de valeur. C'est extrêmement important. Et c'est la cinquième dimension. Et ainsi, quand on regarde de près ce que l'ARDF a fait à Dandjari, on peut voir sans conteste que c'est une association qui a touché toutes les dimensions de la lutte contre la pauvreté. Je reviendrai vers la fin pour dire peut-être qu'il faudrait renforcer les activités au niveau de la dernière dimension qu'on appelle protective security. Aujourd'hui, nous avons de l'eau, nous avons l'électricité et la santé, mais il faut renforcer l'aide aux populations dans la diversification de leurs activités génératrices de revenus. Il faut faire des activités qui pourront créer des emplois pour les jeunes, pour les fixer dans les terroirs, pour éviter qu'ils migrent vers Dakar et plus tard qu'ils soient tentés par l'idée de prendre les pirogues ou bien de venir en France, de venir sans papier. Ça, c'est un autre combat qu'il faut mener. Lorsqu'on m'a envoyé l'invitation, on m'avait dit que je devais parler plus une heure. J'ai dit non, il faut réduire. Il faut être plus concret. C'est vrai, c'est une déformation professionnelle. Mais j'ai essayé de prendre les outils de développement que j'utilise le plus souvent. Et il y a un outil que j'aime bien, qu'on appelle SWOT Analysis, qui essaie pour toute entité ou concept, quand on est en face, qu'on veut agir, qu'on veut avancer, on applique cet outil. J'essaie d'appliquer cet outil à l'engagement citoyen, pour voir d'abord, faire une analyse externe, une analyse interne, dégager les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, pour enfin essayer de découvrir quels sont les facteurs clés de succès qui peuvent nous faire allier mieux l'engagement citoyen au développement équitable. Parmi les forces, c'est-à-dire les facteurs internes positifs de l'engagement citoyen, parmi ces forces, on peut citer la solidarité communautaire, l'entraide,
c'est que les Français, qui sont, pour moi, qui sont un esprit assez intelligent, beaucoup trop intelligents, nous disent d'appeler le capital social. Le capital social est un des éléments positifs de l'engagement citoyen. Je suis en France, je travaille, je suis immigré, je gagne de l'argent, j'économise l'argent et j'envoie au village pour les aider. Je suis venu du Fouta, je travaille en France, j'ai une double culture. En quittant le village, je suis assez armé parce que je viens d'une société extrêmement pauvre, mais qui a des valeurs, qui m'a instruit, qui m'a inculqué la responsabilité et le patriotisme, la solidarité. Je viens en France, je travaille. J'apprends la rigueur. Parce qu'ici, quand on vous dit qu'il faut travailler à l'usine, il faut venir à 8 heures, on vient à 8 heures. À 8 heures 1 minute, on ferme les portes. Quand on dit qu'on arrête à 18 heures, c'est à 18 heures, c'est pas à 18 heures 1 minute. Alors que chez nous, le plus souvent, on ne sait pas. On va au ministère pour trouver des agents qui devaient être là à 8 heures, ils arrivent à 10 heures. Et de 10 heures à midi, ils appellent au téléphone. Et à partir de midi, ils vont au resto. J'ai visité quelques pays africains. Il y a un pays où vraiment, ça m'a beaucoup amusé. Ils ont à l'intérieur des ministères des gargotes où ils font la viande grillée, qu'on appelle chez nous tibiterie ou bien chin-chin. Et les fonctionnaires quittent leur bureau à 9 heures pour venir là-bas, prendre le café, la viande grillée jusqu'à 14 heures. Et ils rentrent au bureau. Et je dis que vivre en France, c'est un atout. On apprend la rigueur, le cartésianisme. Si on ajoute à cela les valeurs qu'on a apportées au départ de vie sociale et de solidarité, on devient un instrument très puissant pour le développement. Et ça, ce sont ces instruments-là. Et je dis que nous, autres qui sommes restés de l'autre côté, en Afrique, nous devons beaucoup apprendre d'eux en matière d'engagement. Et une autre force de l'engagement citoyen, c'est la capacité de mobilisation. L'amour du terroir et des proches, c'est extrêmement important. La capacité de mobilisation. Par exemple, aujourd'hui, quelque chose se passe au village. On a besoin de 6 000 euros. Le président prend le téléphone, appelle quelques volontés, immédiatement réunit 6 000 euros et envoie au village. C'est la capacité de mobilisation. C'est très positif pour l'engagement citoyen. Parce qu'on est ensemble, on se réunit, on discute, on connaît les problèmes, on échange de façon réciproque, on est plus à même de contribuer ensemble pour faire avancer les choses. L'autre aspect positif, c'est la communalisation des efforts et la participation au développement local. Et je suis bien placé pour le savoir parce que M. Khan qui est là à côté de moi, souvent nous appelle et nous dit, mais vous qui êtes en Afrique, qui étiez à l'école et vous travaillez dans des organisations de développement, pourquoi vous ne pouvez pas écrire des projets pour le village? Et nous, ici en France, on a la chance d'avoir les partenaires et nous présentons les projets aux partenaires. Faites des efforts quand même. Et c'est pour cela, je dis, que souvent, en m'adressant à mes amis, je dis qu'on nous envoie des leçons. On nous apprend à bien nous engager pour nos communautés. Et c'est un levier extrêmement important pour nous. Nous pouvons identifier les besoins prioritaires, mais nous avons de l'autre côté, dans l'Hexagone, des gens assez engagés, des citoyens assez évolués, qui peuvent nous permettre à rechercher des ressources pour mettre en œuvre nos actions de développement. Il y a quand même des aspects internes négatifs à l'engagement citoyen qu'on devra adresser. Une des premières faiblesses en général, c'est les capacités techniques.
C'est pour cela, quand tout à l'heure, professeur Ndiaye a parlé de l'éducation, j'étais très content. Parce que l'engagement citoyen a besoin d'une capacité technique, d'une intelligence, d'une connaissance pour être plus efficace, pour identifier les vrais problèmes, pour adresser les vrais problèmes. Nous avons besoin d'un certain niveau de connaissance. C'est pourquoi j'encourage les associations dans le cadre des partenariats qu'ils ont en France avec les mairies, de demander plus de renforcement des capacités pour profiter de la connaissance et de l'expérience de ces collectivités locales et de ces acteurs pour renforcer à leur tour leur capacité d'agir dans nos terroirs. Deuxième faiblesse en général, les ressources financières sont limitées. Non pas limitées du point de vue de notre capacité de les mobiliser, mais limitées en face des besoins qui nous attendent. C'est pour cela nous avons véritablement besoin de renforcer ce que M. Ball a appelé tantôt la communication stratégique pour développer plus de partenariats, pour avoir plus de capacité de lever des fonds et adresser nos problèmes de développement. L'autre faiblesse en général, c'est ce qu'on appelle le détournement d'objectifs. Le détournement d'objectifs, ça se passe en Afrique. Mais souvent, c'est les associations qui vont vers les pays du Golfe, qui demandent des financements pour faire des écoles souvent coraniques ou bien des écoles d'arabisants, qui lèvent beaucoup de ressources et qui viennent dans nos pays, qui font autre chose, qui construisent de belles villas à Dakar, sur la bande de la Petite Côte. Et ça, c'est un détournement d'objectifs. Et c'est une chose à combattre. Comment? Par l'information citoyenne. L'information citoyenne, l'engagement dans l'information, les sites web, les réseaux sociaux peuvent nous permettre de dénoncer ces pratiques. L'autre faiblesse, c'est l'accaparement du pouvoir de décision par un groupe d'élite. Vous savez, en Afrique, on a des traditions de chefferie. On a des traditions qui font que l'engagement citoyen, certains peuvent l'utiliser pour s'accaparer du pouvoir. Et c'est très important, quand on est engagé dans ces associations-là, de développer ce qu'on appelle la démocratie interne. Parce que la démocratie interne renforce la confiance des membres et renforce la capacité de mobiliser les forces sociales autour des actions de progrès. L'autre faiblesse, c'est la résistance au changement. La résistance au changement. On a des pratiques dans nos sociétés. Beaucoup de facteurs de pauvreté, quand on fait l'analyse, ont des explications liées à des pratiques. La ponctualité. Combien de fois nous avons travaillé avec des collectivités européennes, avec des collectivités d'autres continents? Pourquoi n'avons-nous pas appris à mieux respecter la ponctualité? Par exemple, l'efficacité, c'est extrêmement important. On entend nos gouvernements faire beaucoup d'investissements, mais souvent, il y a des problèmes d'efficience et d'efficacité. Je crois que l'engagement citoyen doit nous aider à l'intérieur même de nos propres organisations à renforcer ces qualités-là. Surtout des citoyens engagés qui ont vécu longtemps en Europe et qui ont pu acquérir des attitudes et des habitudes qui peuvent nous aider localement à changer les choses. J'ai essayé de faire une analyse qu'on appelle une analyse de l'engagement citoyen, une analyse externe, et de voir quelles sont les choses positives à l'externe. Ce qu'on appelle les opportunités. Une opportunité est le partenariat fécond pour la mobilisation des ressources. Par exemple, quand on est positionné, vous savez que les organisations que j'ai citées tantôt, les 5 organisations,
développées par Anne Deyeux, c'est des organisations souvent qui ne souffrent pas des frontières, qui ont des capacités de déploiement énormes et qui peuvent atteindre des localités qu'on ne peut imaginer. Par exemple, ARDF aujourd'hui a une grande capacité de partenariat en Europe. C'est un facteur, c'est une opportunité qu'au niveau local, nous pouvons renforcer pour mieux en profiter. Il y a aussi une opportunité, c'est les capacités techniques et intellectuelles qui existent. Vous savez que les associations, quand on regarde la vallée du fleuve Sénégal, les associations sont battues assez tôt pour implanter des écoles françaises. Et M. Kad est issu d'une famille où il y a eu des grands précurseurs qui se sont battus au début des années 60 pour implanter, pour forcer l'implantation des écoles dans nos localités malgré des résistances sociales. Et ces écoles-là ont développé une expertise. Et tout à l'heure, M. Ngam Takine disait qu'on a des docteurs ici. Nous avons Abdoulaye Ndiaye, on a des docteurs, on a des avocats. Et ça, c'est une opportunité. Nos associations ne doivent plus avoir le complexe d'utiliser l'expertise locale pour renforcer la qualité des actions que nous menons sur le terrain. Il faut que les deux se rencontrent. Il faut que ceux qui ont la capacité technique là-bas comprennent et acceptent le leadership des associations d'ici et que les associations d'ici acceptent de prendre en compte leurs idées pour qu'on fasse avancer les choses ensemble. Il ne faut plus qu'on se mette à se battre autour de thèmes ou bien d'idées dépassées. L'autre aspect qu'on peut appeler une opportunité, c'est la capitalisation des bonnes pratiques et la réplication de ces pratiques pour faire des économies d'échelle. Quand on a fait une chose positive, on a vu qu'il y a des techniques, par exemple agricoles, qu'on expérimente ici, qui peuvent nous aider en matière d'irrigation. On peut les répliquer dans la vallée et faire avancer les choses. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les menaces pour un engagement citoyen. Quelles sont les menaces? La politisation des organisations citoyennes. La politisation. Ça, c'est une menace. Parce que lorsqu'on est une association, même si on peut travailler ensemble autour des idées qui nous sont communes, nous devons prendre garde. Parce que surtout en Afrique, quand on commence à politiser l'engagement citoyen, ça peut produire des résultats très dangereux. Le manque de démocratie interne, j'en ai parlé, ou bien de démocratie même interne, par exemple, il y a des États où les législations, les réformes en place ne peuvent pas permettre le développement de l'engagement citoyen. Nous devons réfléchir ensemble pour adresser ces problèmes. Et souvent aussi, en Afrique, il y a l'absence de politique régionale claire. On peut avoir des associations de développement au niveau des pays, mais quand on commence à aller au niveau régional, par exemple de la CEDEAO, comment fusionner ces associations pour avoir une meilleure force, ça pose problème parce qu'il y a une absence. Le cadre législatif au niveau régional ne se prête pas beaucoup au regroupement de ces associations-là. Donc ça, c'est des choses que nous devons attaquer, réformer pour renforcer l'engagement citoyen. Et cette analyse-là m'a permis d'aboutir à ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès parmi lesquels renforcer l'engagement individuel par un meilleur renforcement des capacités des citoyens, renforcer le cadre de planification, de mise en œuvre des actions de développement, renforcer la qualité et la durabilité des actions de développement pour une amélioration, par une amélioration des systèmes de suivi et évaluation, et renforcer la veille stratégique, la communication, l'information, c'est extrêmement important, renforcer aussi et élargir les partenariats.
J'avoue que l'analyse est beaucoup plus détaillée que je l'ai résumée, mais je peux, Monsieur le Président, vous donner le document. Et nous pouvons continuer à échanger sur ces aspects. Je vous remercie, messieurs et madame. Merci, monsieur Abdelrahman Ba. Donc, qui habite notre joli village et qui s'est investi et qui s'investit énormément. Et vous aussi, messieurs, bien entendu, et la ville de Val-de-Reuil, puisque j'ai tout compris depuis le début. Évidemment, moi j'habite un petit village, pas très loin d'ici, et par conséquent, notre aide ne pourrait pas être très grande en ce qui concerne notre engagement envers votre communauté et puis ce développement. Mais j'avoue que si chacun y mettait un peu du sien, je pense qu'on pourrait faire de très belles choses. Au départ, déjà penser un peu avec sa tête, et si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Parce que malheureusement, je ne suis plus très jeune et je connais votre pays. J'y suis allée. J'y suis allée en vacances, bien sûr. J'ai vu les coins les plus, ce que vous avez énuméré, les coins les plus abandonnés. Maintenant, peut-être que ça va mieux, je n'en sais rien, mais j'espère que oui, puisqu'on fait tout pour qu'il y ait de l'eau et à manger. En plus, j'ai pu entendre qu'au niveau développement des écoles, vous faites beaucoup de choses. Ce qui vous manque, c'est l'université, mais ça, je pense que c'est pas moi qui vais donner la goutte qui ferait déborder le vase. Donc, par conséquent, je ne suis pas, comment dire, intervenante dans ce domaine-là. Mais je retiens beaucoup de votre investissement et je m'aperçois que vous êtes des têtes pensantes. Et avec ces têtes pensantes, normalement, vous devez faire de grands pas, à mon avis. Et je remercie Abou de m'avoir invité. Et puis, j'espère pour lui que ça va continuer dans cette bonne direction. Merci, messieurs. merci, madame la maire. Donc, nous passons à monsieur Koulibaly. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, monsieur Koulibaly Diamio, avec Thierno Soumaré, qui sommes de la ville de Demankane. On l'appelle village, comme il l'appelait tout à l'heure, village aussi bien Val-de-Reuil que Demankane. Nous, comme on vient des villages, même nos villes ici dans lesquelles on habite, parfois il nous arrive de des villages. Alors qu'on habite des villes maintenant, même au Sénégal, qui sont devenues, donc, depuis quelque temps, des communes ou des communautés de communes. Donc, nous sommes de la ville de Demankane, qui est dans la même région que Dantali. On a découvert Dantali. Moi, je ne savais pas finalement que M. Khan et M. Ngam sont des parents du même village et d'autres. Et M. Ngam, je le connais depuis des années parce qu'on a, comme on dit, l'engagement citoyen. Lui, cet engagement citoyen, il l'a eu non seulement pour Dantali, mais pour d'autres. Il l'a eu pour des Soninké, du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, en étant poulard, habitant le foyer régional de Rouen. Les luttes des foyers, il les a connues. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on nous trouve à la tête de la lutte pour le développement de sa ville d'origine. Et puis, je le remercie pour tout cela. Et remercier aussi M. Khan, les intervenants, notamment l'intervenant brillant sur l'engagement citoyen et dans un monde pour la construction d'un monde équitable. Et nous, cette construction d'un monde équitable en tant qu'émigrés ou immigrés en France, on le fait pour nos villes d'origine, comme Dantali, les ressourciants de Dantali le font en France. Nous, on a une association qu'on appelle DSD, Demankane Solidarité Développement, et d'autres associations aussi de cette ville. Nous comptons des centaines de personnes en France, à Rouen, à Paris et d'autres villes d'ici. Comme les ressourciants de Dantali, on a aussi construit des écoles d'abord,
un collège ensuite, un lycée, et on est en train de terminer la construction d'un centre de santé en collaboration avec, comme eux, le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, le PAISD. Donc, ce qui est appelé de nos voeux, qu'on ne fait pas souvent et qu'on fait la plupart du temps avec des communes ou des communautés de communes, voire même comme pour Dentali, avec la communauté d'agglomération Seigneur, Case, comme vous l'appelez, c'est nos collaborations, comme on dit, pas verticales mais horizontales, c'est-à-dire entre associations. Ça, souvent, ça nous manque, même si le PAISD essaie, au niveau de la France, de temps en temps faire des réunions en France pour inviter toutes les actions, pour qu'au niveau de notre région, parce que c'est une région d'émigration, on puisse ne pas penser seulement solidarité vis-à-vis de nos villages, mais solidarité vis-à-vis de notre région, voire même vis-à-vis de notre pays. Parce qu'on l'entendait tout à l'heure, l'intervenant dans un des films qui nous ont été projetés, dire nous on en a assez, voire même beaucoup, et on est prêt à donner aux autorités publiques pour pouvoir les mettre à la disposition d'autres populations de la région, voire du Sénégal, et c'est de cela dont il faut demain qu'on parle pour toutes les associations qui ressortent de cette région, pour qu'ensemble on puisse faire une collaboration pour qu'on puisse mettre ensemble nos moyens aussi bien financiers, humains, et puis techniques et autres, comme l'appelle de son vœu l'intervenant, pour qu'on puisse accélérer le développement local de notre région, voire même le développement du Sénégal, parce qu'on le dit, on n'est pas tout seul, mais l'État le sait aussi, l'importance de l'immigration pour l'économie sénégalaise, parce que c'est des centaines de milliards de francs CFA tous les ans qui vont au Sénégal. Il se pose la question de savoir comment mobiliser ces centaines de milliards de francs CFA pour le développement du pays, et c'est en collaboration, sans doute avec les ressortissants du Sénégal, en France notamment, que cela peut se faire à travers peut-être nos associations. Merci. Merci, Monsieur Coulibaly.